Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction. Donc, c'est Irène Bastard, donc sociologue, responsable des études des publics. Voilà, elle nous a tout écrit sur la première page, à la Bibliothèque nationale de France, BNF, donc qui nous présente son travail sur la salle ovale du site historique Richelieu de la Bibliothèque nationale de France, pour nous parler justement des publics de cet espace, des différents publics de cet espace qui s'y confrontent, peut-être pas, en tout cas qui s'y trouvent et qui y vont. Merci. Oui, merci beaucoup pour cette introduction et pour l'organisation du colloque en général. Alors, on va revenir à Paris. Ah, mais non, j'étais en mode lecture déjà. Donc, je vais effectivement vous parler de la salle ovale de la Bibliothèque nationale de France. Sachant que par rapport à une présentation académique classique où on part d'un sujet, on formule à partir de l'état là une question de recherche et puis un dispositif méthodologique et des résultats, je ne vais pas du tout me permettre, m'autoriser à reconfigurer un peu tout ça, parce qu'effectivement, comme moi je travaille à la Bibliothèque nationale, en fait j'ai des terrains qui me sont donnés, donc c'est mon point d'entrée. Je pars d'un objet qui existe, avec mes collègues qui éventuellement me disent on a des questions ou pas des questions. Et à partir de là, et d'une enquête, on va aller sur des questions, et vous verrez que donc, je vais partir du terrain pour arriver peut-être à des questions de recherche qui pourraient être suivies ou non, ou qui font écho probablement à ce qui a déjà été discuté au cours du colloque. Donc le terrain qui m'est donné est la commande. Comment ça défile ? Oui, c'est mieux. Merci. C'est que en septembre 2022, la Bibliothèque nationale de France ouvre... Ah oui, j'ai fait des... Ouais, on y est. Merci. Donc la bibliothèque rouvre une salle qui s'appelle la salle ovale. Sur le papier, on me dit voilà, il va y avoir différents espaces qui seront gratuits et ouverts à tous, ce qui est un peu la révolution à la BNF, mais on ne va pas commencer par ces points particuliers. Il y aura 120 places assises pour des places de travail, une dizaine de canapés avec des assises, des écoutes sur la périphérie ou au centre, et puis plein de ressources, bien évidemment, parce qu'on est quand même dans une bibliothèque. Notamment, on sort les grands chiffres, c'est 20 000 ouvrages, 9 000 bandes dessinées, des grandes bornes de médiation numérique. Et donc, Laurence Tarin, qui est à l'époque la directrice du département de découverte et collection et accompagnement, qui donc s'occupe de cette salle ainsi que d'autres services à la bibliothèque, contacte Florian Zaslavski et moi-même, les deux sociologues de la BNF, en nous disant je voudrais qu'on voit ce qui se passe quand on ouvre, qui sont et que font les publics, et je voudrais que ce soit fait avec les agents, parce que si on fait des résultats plaqués, ça va être un peu compliqué. Donc, est-ce que vous savez impliquer les agents dans la démarche ? Et elle a cette acuité, et je l'en remercie, de dire on n'est pas obligé de prévoir tout de suite des actions et des évolutions. D'abord, on va regarder, et puis après, on verra ce qu'on fait pour changer. Alors, c'est pas si simple, vous verrez qu'en fait, on a fait des actions quand même un peu rapidement. Mais en tout cas, il y avait cette intention de se dire il faut d'abord observer, il faut d'abord laisser s'installer des usages avant de passer à des évolutions potentielles. Alors, quand même, comme le papier, c'est sympa, mais vaut mieux quand même donner des visuels. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu la salle ovale. Ça ressemble à ça. Ça, c'est une image que j'ai récupérée dans une vidéo où on est à la fin des travaux. Il y a déjà les ouvrages dans les bibliothèques en haut et en bas. Il n'y a pas encore les chaises. Donc, on en est vraiment au moment où on va rouvrir les portes. Et il y a bien évidemment une ambiance qui est donnée par cette architecture, voir que ça reflète un imaginaire, parce que cette salle, d'après mon petit doigt et les rumeurs, a été utilisée comme exemple de la bibliothèque pour La Belle et la Bête. Et mine de rien, ça joue. Et donc, il y a cette ambiance qui est singulière, mais on va faire comme si les gens qui arrivent connaissent pas forcément la BNF, ils n'ont pas forcément eu un topo avant dessus. On sait qu'il y a eu plein d'histoires de cette salle, et donc par rapport au thème de la session, je ne vais pas vous parler des vies d'avant. Mes collègues le font formidablement bien. Il y aurait 12 000 travaux d'interrogation à avoir sur quelle a été l'histoire de cette salle, pourquoi elle a été créée, où est-ce qu'elle en arrive à devenir, comment elle en arrive à devenir une salle ouverte à tous. Mais là, on va se dire, OK, on rouvre, on ne connaît pas forcément qu'est-ce qui se passe quand on rentre, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on fait. Et donc, comme quand même, vous n'avez pas le visuel et la vidéo, je vous ai mis un plan pour se dire, quand on rentre par cette porte qui est somme toute pas si énorme que ça, et qui sur le plan s'appelle sortie, mais qui est l'entrée, je vous le confirme, on arrive et on a la vue sur la voûte que vous avez vue tout à l'heure, qui est donc quand même
assez grandes, hein, c'est des proportions qui ne sont pas tout à fait celles d'une bibliothèque confidentielle qu'on peut avoir dans d'autres espaces. Il y a cet espace au cœur de salle qui est un peu plus bas, qui est 3 marches plus bas que la nôtre déambulation, qui a un sol type linoléum qui amortit les bruits. On voit vraiment cette masse de tables de travail avec les lampes opalines que vous avez vues, qui ont été rénovées, qui est des lampes anciennes et historiques, mais devant un espace lecture qui ressemble à de la bibliothèque de lecture publique avec des canapés, des bacs de bande dessinée qu'on voit plus traditionnellement dans les bibliothèques municipales. Et puis tout autour, cet anneau de déambulation qui a de la moquette, qui navigue entre les rayonnages, puisque les rayonnages sont ces endroits où il y a sont représentés ici par les travaux, par les lignes noires. Il y a des bouquins de chaque côté. Et ces mobiliers-là sont assez bas pour qu'on voit l'intérieur du cœur de salle depuis à peu près partout dans la périphérie. Et les 9 bornes de médiation qui sont censées expliquer comment on visite la salle ovale, qu'est-ce que c'est que la bibliothèque, comment est-ce qu'on constitue les collections. Ces bornes-là sont représentées ici et donc font le tour. Voilà. Alors, dispositif méthodologique, c'est ça le point de départ. C'est plus qu'un dispositif méthodologique, c'est un dispositif d'enquête où, sur volontariat, on dit on va vous présenter ce que c'est que de l'observation ethnographique, avec les canons académiques, pour le coup, on a essayé. Celles et ceux qui voudraient participer à cette observation au cours de leur service public, signalez-vous et puis on va vous accompagner pour faire en sorte que vous puissiez mener les observations vous-même. Donc il y a 8 collègues qui ont été volontaires, c'est toutes des femmes, donc je féminiserai par la suite. Ça s'est fait quand même vraiment avec le soutien de l'encadrement qui a aussi participé à des niveaux différents. C'est pour ça que je les cite, je trouve que c'est important de reconnaître ce qu'elles ont fait. Nous, on était 2 sociologues en appui méthodologique et donc concrètement, ce qu'on a fait, c'est une première séance de présentation sur c'est quoi de l'observation ethnographique, comment ça se fait. Il faut un peu faire tomber le mot, quoi. C'est prendre des notes, mais c'est vrai qu'il y a des techniques de prise de notes. On met en place une grille d'observation en janvier 2023. Le site a rouvert en septembre 2022, mais c'était vraiment trop compliqué de commencer les observations dès ce moment-là. Donc janvier 2023, on dit voilà une proposition de grille. En mars, on en rediscute. Est-ce que vous y arrivez? Comment ça se passe? Notamment, les encadrantes nous disent « mais j'y arrive pas du tout. Comment vous faites-vous » etc. Donc, on a aussi fait tomber la pression sur l'exigence méthodologique, quoi. On n'a pas du tout cherché à remplir des cases dans la grille. Et puis après, on a mis en commun en septembre 2023 et octobre 2023 ce qui avait été relevé au fur et à mesure par chacune, de manière à ce que ce soit discuté. Alors ça, c'est le cœur du dispositif que je vais vous présenter là. On avait mis aussi d'autres choses en place en même temps, notamment on rouvre le site de Richelieu, il faut mettre une enquête par questionnaire pour avoir des profils et la satisfaction. On ne va pas s'en priver. Donc c'est ce qui nous donne des informations sur les profils des personnes qui viennent dans la salle et sur la volumétrie des visites. On a des informations aussi. Cette enquête a été faite par l'agence Voix Publique, Maëlys Nouvelon et Noémie Couillard. Et puis, on avait envie quand même de trucs on se disait, on sait qu'on ne va pas tout couvrir nous-mêmes. On va demander à d'autres gens est-ce qu'ils auraient envie de faire des observations. Et il se trouve que c'est des enseignantes qui ont saisi l'occasion. Donc Muriel Amar qui a proposé à ses 27 étudiants de l'IUT Métiers du Livre d'aller faire leur enquête de public dans la salle ovale. Et puis à côté, une licence d'anthropologie à Nanterre, où de la même manière, ils avaient à élaborer aussi leur sujet et leur enquête. Et donc ce qui est marrant, c'est qu'eux, ils peuvent faire des choses que nous, bibliothécaires, on ne peut pas faire. Par exemple, ils peuvent aller dans la cour, faire des pauses avec les étudiants, leur demander qu'est-ce qui s'est passé en salle. Est-ce que les plans drague ont marché? Nous, on ne va pas poser ces questions-là. On sait que ça existe. On vérifie que ça se passe bien. Voilà. Mais il y a toute cette discussion qui peut avoir lieu entre étudiants et qu'on ne peut pas avoir quand on est professionnel. Voilà l'ensemble du dispositif. On en a discuté donc tous ensemble au cours d'un séminaire en décembre 2023. Mais ce que je vais vous présenter par la suite, donc, qui va être très hypothétique, c'est quand même centré sur les observations ethnographiques. Alors, ce matériau, il est un peu bricolé et très éclectique. Je l'admets complètement. J'espère qu'on peut quand même lui faire dire des choses, parce que moi, je pense qu'il a quand même une certaine solidité, notamment parce qu'il a été travaillé à plusieurs. Mais on avait fourni cette grille. Alors, je vous ai mis le modèle en disant, essayez de noter
la description des gens, la description de la situation, et mettez-vous à distance, notez ailleurs qu'est-ce que ça vous fait à vous. Pourquoi vous l'avez noté? Qu'est-ce que ça vous a titillé? Bon, on sait qu'il y a des gens qui ne l'ont pas rempli et c'est pas grave. Ils ont essayé de faire un carnet, c'est bien aussi. Il y a quelqu'un qui a compté tous les jours pendant 15 jours à la même heure. Est-ce que les gens qui étaient dans les canapés étaient assis, couchés, avec ou sans chaussures, des choses comme ça? Et c'est une forme de questionnement qui peut durer pendant 15 jours. Puis à la fin, elle dit « Ouais, je ne vais pas en tirer quelque chose, j'arrête en fait. » Mais au moins, je me suis posé cette question de comment les gens s'asseyent dans les canapés, est-ce qu'ils travaillent ou est-ce qu'ils lisent? Et j'ai fait l'exercice. Ils ont aussi collecté, alors je vous ai mis parce que c'est quand même toujours mignon, je suis à 5 minutes, 10 minutes, merci. Ces petits mots qui sont restés sous une chaise et qui sont avec des petits cœurs partout. Tu veux aller fumer une cigarette avec moi? Entre parenthèses, pas longtemps, on met un minuteur parce qu'ils sont quand même là pour travailler. Donc c'est pour vous montrer le type de trace un peu, enfin voilà, c'est pas toujours la même chose, même si on sait que les observations gagnent à avoir cette forme de récurrence. Et là, ce qui, pour moi, donne une légitimité au contenu, c'est qu'en fait, on l'a remâché. Alors, il y avait les collègues qui nous disaient « je te donne mes notes et tu t'en fais quelque chose », à qui on a dit « non, vous gardez vos notes, l'intérêt, c'est qu'on en rediscute tous ensemble » et que, du coup, quand on commence à parler d'un habitué, les autres peuvent réagir en disant « moi, j'ai eu telle autre situation » et donc, c'est le fait de remâcher collectivement. Et je ne sais pas s'il y a d'autres expériences scientifiques de ce type-là, mais c'est le fait de cette discussion collective qui fait qu'on peut faire émerger quelque chose d'un peu récurrent et qu'on peut essayer d'avoir un propos sur ce qui se passe dans la salle. Il y a aussi cette idée que ça devient réflexif pour l'activité des collègues. Alors, on dit un peu déciler le regard. Donc c'est une collègue qui me dit moi, je voulais observer les publics de famille parce qu'on rêvait d'avoir des familles. Bon, en fait, il n'y en a pas. J'ai bien été obligée d'observer les étudiants. Ouais, on a observé les étudiants et en fait, cette forme de réflexivité nous paraissait aussi intéressante pour se dire quels étaient leurs questionnements du début. C'est un truc qu'on a moins bien fait, c'est qu'on ne leur a pas demandé leur prénotion au début. Et en fait, on aurait dû, pour pouvoir voir entre le début et la fin de l'observation, qu'est-ce qui a changé. Et puis, c'est un dispositif qui a duré un peu dans la durée. Mais du coup, il y a quand même eu des évolutions. Ils ont changé la signalétique, ils se sont mis à faire des visites de salles. Donc, on referait l'observation aujourd'hui, on la ferait forcément différemment parce qu'il y a des choses qui ont été mises en place au fur et à mesure. Voilà ce qu'on a entrepris. Alors, pour vous dire les bribes de consolidation, d'analyse et les pistes de travail qui émergent sur cette, on va dire, expérience des visiteurs et des publics, j'ai choisi de les réunir suivant 3 catégories. Il y en a une qui est qu'est-ce que c'est d'étudier dans un monument historique, qui est une bibliothèque, mais qui est un monument historique aussi, un peu comme tout à l'heure sur la prison de Guingamp. C'est pas forcément complètement consonant d'avoir ces activités. La deuxième, c'est visiter une bibliothèque. En fait, on visite des monuments historiques, on visite des lieux, on visite des musées. Les bibliothèques, c'est plus approprié de différentes manières. Et qu'est-ce que la coprésence de ces deux activités fait à l'expérience en elle-même? Je n'ai pas complètement défini le mot expérience. J'y ai pensé et je ne l'ai pas fait. Mais je compte sur vos avis pour consolider ça. Je ne l'ai pas fait d'autant que, en fait, il y a des formes d'utilisation du mot, il me semble, qui sont un peu différentes entre le milieu de la bibliothèque et le milieu des musées, justement. Alors, en l'occurrence, sur le fait d'étudier, il y a un certain nombre de travaux en sociologie ou en infocom sur l'utilisation des bibliothèques et les espaces de bibliothèque. Notamment, j'ai repris un travail qu'avait fait Joël Lemarec et Judith Dehaille à la BNF, mais François Mitterrand, donc au Jardin, autour de cette idée qu'on vient faire un projet à la BNF et donc on habite à la BNF. Que ce n'est pas qu'une activité intellectuelle, que ce n'est pas que se nourrir l'esprit, que c'est aussi manger, boire, dormir. À la bibliothèque, ça arrive. Et donc, il y a bien une dimension très pratique et sociale à l'exploration d'un bâtiment parce qu'on vient faire un projet personnel, réussir son master, finir son mémoire, lire des bouquins sur ses aïeux, mais dans un espace public et avec des ouvrages publics. Et qu'il y a une forme d'appropriation et d'autonomie sous-entendue des publics qui est extrêmement importante dans les logiques professionnelles. Ce qui fait que Christophe Evans en a sorti ce bouquin proposant aux presses de l'ANSIB l'expérience sensible des bibliothèques, où en fait, il fallait rappeler qu'il y a bien une sensibilité du lieu, une sensibilité sociale,
une sensibilité matérielle des institutions et que les publics s'approprient les bibliothèques avec aussi bien un repérage des collections qu'avec les liens qu'ils peuvent établir avec les agents qui sont présents en salle très régulièrement ou les voisins qui sont aussi des personnes qui deviennent en fait potentiellement des personnes connues qu'on leur parle ou pas. Hein. Il y a plein d'histoires de gens qui se sont rencontrés à la bibliothèque ou qui se voient depuis 10 ans et qui ne se parlent jamais. Il y a tout ça qui se passe dans cette récurrence de la visite, parce que c'est vrai que par rapport au musée, la particularité des bibliothèques et des grands établissements, c'est que les publics reviennent régulièrement et que donc il peut y avoir cette familiarité qui s'installe. Il peut y avoir ça, bien sûr, dans les monuments aussi. Hein. C'est juste que c'est très marquant à la bibliothèque. Alors, à la Salle Ovale, est-ce qu'on voit cette forme de confirmation de l'expérience des bibliothèques ou d'une mise à l'épreuve? Donc, on a bien des étudiants qui sont plutôt jeunes, qui sont plus parisiens qu'à François Mitterrand, qui viennent pour travailler plutôt en groupe. Ceux qui sont habitués, c'est plutôt des individus. Et ils ont des pratiques d'étudiants avec des horaires de travail où, pendant les partiels, ils arrivent à 10h le matin pour être sûrs d'avoir une place. Ils organisent leur temps, leur espace, etc. Néanmoins, le fait qu'ils soient dans un monument historique fait qu'il y a une mise à l'épreuve de cette expérience. Par exemple, les bouquins, il n'y a pas les codes civils et ils ne peuvent pas emprunter. Et donc, il y a une forme d'incertitude parce que ce n'est pas ce qu'ils attendaient de la bibliothèque. Alors, il y a des petits tips aussi, c'est que les lampes opalines dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, elles ont fait l'objet d'un appel à mécénat pour être rénovées. Et donc, les gens qui ont donné pour rénover une lampe ont leur nom-prénom sur la lampe. En fait, les étudiants ne connaissent pas forcément cette histoire-là et ils nous disent « est-ce que la place est réservée ou est-ce que je peux m'y asseoir ?» Et donc, il y a vraiment une forme de concurrence entre les deux expériences qui est qu'un dispositif matériel qui a un sens dans une visite de monument historique n'a pas du tout le même sens à la bibliothèque. Et puis, il y a bien évidemment la gestion des pauses, puisqu'un étudiant qui vient 4-5 heures, un étudiant qu'il ait 20 ans ou 70 ans, qui vient 4-5 heures à la bibliothèque, il va forcément faire des pauses, cigarettes, pipi, et donc laisser ses affaires alors qu'il y a du monde qui tourne autour. Et finalement, en fait, ça se passe bien. Il n'y a pas eu trop de problèmes. Même le bruit, on avait très peur qu'il y ait un problème de bruit entre un travail silencieux et des visiteurs qui ne le sont pas forcément. Et en fait, les visiteurs font chute, je leur dirai après, et ils respectent tout à fait l'idée qu'il puisse y avoir des gens qui travaillent. Donc l'expérience, c'est que c'est bien un espace institué. Il y a une référence des publics à l'idée que l'institution et la bibliothèque est quelque chose qui on vient travailler. C'est pas comme travailler chez soi, c'est pas comme travailler avec le frigo à côté. Et ce qu'on ne sait pas encore très bien, c'est qu'il va y avoir une communauté de pratiques qui se met en place avec une forme d'apprentissage par mimétisme qu'on voit beaucoup dans les bibliothèques, qui est « ah j'ai vu quelqu'un faire ça, alors je le fais aussi ». Et la bibliothèque, à la Salle Ovale, là où on s'est arrêté des observations, on n'était pas encore sûr que ces communautés de pratiques se mettraient en place. Par rapport à ça, on a donc aussi des visiteurs. Alors, je pense qu'on a plus travaillé au bout d'1 jour et demi cette notion. Donc, je vais me contenter de reprendre Jacqueline Edelman et Joël Lemarec. Je trouvais ça rigolo aussi d'avoir sa perspective sur les musées. Et donc, cet article sur visiter les musées, expérience, appropriation, avec le mot d'appropriation qui revient à nouveau, et participation, avec l'idée que la visite est une activité, une action qui peut s'appréhender à travers des interactions, que ce soit des interactions avec le mobilier, que ce soit des interactions avec les agents, les autres visiteurs, et puis les textes et les bouquins en ce qui concerne la bibliothèque, mais que ce n'est pas non plus le seul rapport possible au musée. On peut avoir une projection du musée ou une projection du lieu par ailleurs. De la même manière, est-ce que les visiteurs de la bibliothèque ont une expérience d'appropriation quand ils explorent la Salle Ovale et la Bibliothèque nationale de France? Alors, c'est effectivement une confirmation de la pratique de visite, notamment parce que les visiteurs sont très familiers des lieux culturels. Donc, sur le site, à l'ouverture, ils étaient 37% des visiteurs qui venaient à Richelieu qui allaient voir la Salle Ovale et uniquement la Salle Ovale. C'était en plus un lieu sur lequel il y avait eu beaucoup de communication. Donc, c'était très iconique et c'était vraiment là qu'ils allaient. C'est néanmoins des visiteurs culturels qui sont plus jeunes que dans le musée et les expositions par rapport à ce qu'on a à la BNF, pas forcément par rapport à la population française, et très, très familiers des lieux culturels. Donc, c'est des gens qui vont dans les musées, dans les expositions et dans les monuments historiques qui, cette fois-ci, sont venus dans une bibliothèque. Avec un effet waouh, beaucoup de prises de vue, de photos et un peu de déambulation. Et effectivement, ce qu'on attend d'avoir dans une visite, des questions sur l'architecture, pourquoi il y a des noms des villes, quand est-ce que ça a été créé, etc. Et que finalement, comme il y a assez peu de dispositifs de médiation à l'ouverture, notamment pas de dépliant, pas de support écrit, à part les grandes bornes,
Il demande aux bibliothécaires qui sont spécialisés en renseignement bibliographique et documentaire et pas forcément en médiation et visite guidée. Mais donc, il y avait toutes ces questions qui étaient aussi un changement de posture de la part des bibliothécaires qui devaient en fait se faire agent de l'établissement, de la salle ovale. Ce qui met à l'épreuve l'expérience de visite, c'est effectivement qu'il y a des étudiants qui travaillent. Donc, il y a cette réaction qui est « chut, ne dérange pas les étudiants », surtout pour les enfants, mais aussi un peu pour les personnes âgées. Et donc, il y a un grand respect de ce qui se fait, de ce qui se joue en même temps dans la bibliothèque. Il y a forcément l'expérience d'un monument patrimonial et la question de rencontrer les fantômes, parce qu'il y a l'idée qu'on sait que c'est vieux, et du coup, c'est pas forcément le monument de là maintenant qu'on vient rencontrer, mais les gens qui ont travaillé à cet endroit-là auparavant. Et puis, en fait, il y a cette expérience un peu étrange qui est que finalement, on a vu que les étudiants, il n'y avait pas les codes civils, donc c'est pas eux qui lisent les bouquins, mais il y a 30% des visiteurs qui se retrouvent à attraper un livre à un moment. Alors que ce soit un livre sur l'histoire de Paris, que ce soit un livre sur l'histoire de la mode, les collègues en viennent à dire on sait ce qui a été lu parce qu'il faut re-ranger ce qui a été dérangé quand ça a été utilisé. Et donc c'est cet étonnement que finalement c'est les visiteurs qui lisent et pas les travailleurs qui lisent et qui rencontrent la collection, rencontrent la bibliothèque avec une forme très appropriée. C'est-à-dire que quand on va visiter une prison, on ne se met pas forcément à fermer la porte. Là, on va visiter une bibliothèque et en fait, on se met à lire alors qu'on ne l'avait pas prévu et qu'il y a une question de l'exploration de qu'est-ce qu'on lit, comment est-ce qu'on choisit ce qu'on lit, qui n'est pas tout à fait comme dans les bibliothèques municipales parce qu'on n'avait pas prévu de venir pour emprunter un livre. Donc, c'est un peu différent et j'aimerais bien creuser par la suite ça, même si c'est assez préliminaire. En tout cas, ça en fait un espace patrimonialisé où se décale un peu une représentation de la bibliothèque par rapport à ailleurs. J'ai laissé de côté des trucs, et je vais terminer. J'ai laissé de côté les anciens qui viennent se remémorer leurs étapes de travail antérieures ou les prises de vue. Il y a des gens qui font décorer des événements. Et donc, juste proposer cette question de comment la cohabitation des publics se fait, alors sachant que la cohabitation des publics se passe bien. Pour l'instant, on a des frictions, mais il n'y a pas eu de drame. Hein, ils ne se sont jamais battus. Mais que d'un côté, on a l'impression que il y a potentiellement des publics qui viennent travailler qui pourraient faire public, mais en étant vus par les visiteurs, alors que l'espace patrimonialisé où se décale la représentation de la bibliothèque n'aurait pas du tout la même fonction si les étudiants n'étaient pas là pour travailler. Ce n'est pas la même chose de voir des salles vides ou des places vides comme à la bibliothèque de Bologne. Et pour autant, est-ce qu'on va s'installer et se mettre à travailler, à étudier à son tour? Ça reste un peu une interrogation, à mon sens. Je vous remercie. Je m'excuse si j'ai débordé. Merci. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Alors, ça remonte un peu parce que mon premier travail de mémoire, justement, c'était sur l'accès aux bibliothèques. Et si je ne m'abuse, en fait, la salle ovale était interdite en fait précédemment, donc on ne pouvait pas y accéder, si ce n'est de voir en fait cette salle incroyable depuis la porte quand un agent vous laissait à peine regarder, parce que sinon vous étiez assez rapidement mis dehors. Et du coup, ça a changé l'espace symbolique qu'il y avait. Et je sais qu'en fait, beaucoup d'étudiants que nous étions à l'époque, en fait, regardaient un peu cette salle. Donc, moi, j'allais plutôt à Sainte-Geneviève. Et en fait, il y avait quelque chose de particulier, d'autant qu'en fait, il y a une espèce de monumentalisation, du coup, de l'ensemble des ouvrages qu'il y a d'autant à la BNF qu'on retrouve en fait tous les ouvrages. Ce qui est différent, entre guillemets, par rapport à ceux qui sont conservés mais on a accès, entre guillemets, à tout. Et c'est vrai que ça donne un potentiel qui n'existe pas dans les autres bibliothèques, où on a moins la curiosité d'aller tirer un livre pour jeter un œil, alors que là, on sait que potentiellement, il existe peu d'exemplaires de celui-ci. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui a amené la BNF à l'ouvrir ? Oui, merci de revenir sur sa vie d'avant de cette salle. Alors, la salle a eu plusieurs vies. En fait, elle a surtout été décidée à la fin du 19e, mais ouverte uniquement en 1936.
Et donc le premier prétexte d'ouverture de cette salle au moment où la Bibliothèque nationale était sur le quadrilatère Richelieu, et c'est juste après la salle Labrouste, c'est pouvoir faire venir plus de gens. Et donc il y a cette évolution technique et architecturale qui est on va pouvoir faire venir plus de gens. Néanmoins, on reste la Bibliothèque nationale, dépositaire du dépôt légal, et donc les ouvrages qu'on a ne sont consultables qu'à des fins de recherche. D'où la salle des périodiques. Donc, il y a toujours marqué salle des périodiques avant, et c'est fermé. Le débat sur l'ouverture, et pardon, pour repréciser, vous dites effectivement à la BNF on peut tout avoir. Ce qui est présent dans la salle ovale, c'est pas le dépôt légal, c'est des ouvrages qui ont été achetés explicitement pour la salle ovale, comme le Haut-de-Jardin à la bibliothèque. Donc moi j'aimerais, mais il faudrait que je fasse des entretiens ou que je revoie cela, que effectivement ça serve à une appréhension du tout et à un volume de ce que c'est que la collection, de ce que c'est que constituer une collection, de collecter des ouvrages, des imprimés. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est cette appréhension-là qui parcourt les visiteurs, sachant que c'est plus connu des étudiants ou des chercheurs que des visiteurs qui peuvent se dire ah bah c'est une grande bibliothèque, et c'est une grande bibliothèque, et que c'est pas forcément un objet de réflexion sur la constitution de la mémoire. Et donc, dans les débats qui ont eu lieu et qui mériteraient très probablement un travail d'archive, je pense que qu'est-ce que devient le site de Richelieu, la question commence à se poser une fois qu'on a ouvert François Mitterrand. On laisse à Richelieu les départements spécialisés, les arts du spectacle, les monnaies et médailles, alors que tout ce qui est imprimé est parti à Tolbiac. Il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on en fait. Dans les discours qu'il y a eu, notamment sur les architectes et la présidente Laurence Angel, qui était présidente à la fin des travaux et au moment de la réouverture, donc après la décision de faire de la salle ovale une salle ouverte à tous, il y a l'idée que c'est un monument national, que c'est une bibliothèque nationale, et qu'il faut que tout citoyen puisse se sentir participant ou accueilli dans le bâtiment. Et que c'est cette salle-là qui va servir de parangon de la bibliothèque pour dire « vous pouvez venir ». Ça a fait l'objet de beaucoup de controverses que ce serait passionnant d'étudier, que ce soit ça sert à rien de faire moins bien qu'une bibliothèque de lecture publique, non mais en fait au moins il va y avoir de la vie et on va arrêter de faire une bibliothèque poussiéreuse. Donc il y a toute une série de représentations et il faudrait faire une analyse plus fine que ce que j'ai capté en bruit de couloir au fur et à mesure pour redire c'est ça qui a emporté la décision. En tout cas, le fait qu'il faille pouvoir être ouvert notamment à des jeunes et notamment à des enfants est une tendance un peu longue de la bibliothèque. Là, le Haut-de-Jardin est maintenant ouvert à partir de 14 ans alors qu'il était ouvert qu'à partir de 16 ans auparavant. Je vous laisse éventuellement me dire... est-ce que ça change et est-ce que ça continue à apporter une valeur symbolique comme avant? Et pour l'instant, l'impression que j'en avais, c'est que les publics qui venaient continuaient à avoir une valeur symbolique de la bibliothèque, mais il y a une critique qui est c'est dépravé, ça ne va pas du tout, et tout ça. Voilà. Pardon, j'étais un peu longue en réponse, mais j'aime beaucoup cette question. Moi, je me demandais aussi, est-ce que les étudiants, après, ont un rapport au patrimoine? Parce que tu posais la question inverse, que les visiteurs, du coup, vont se mettre à lire. Mais les étudiants qui viennent pour étudier dans ce lieu qui a des caractéristiques esthétiques notables, est-ce qu'ils s'intéressent à l'histoire de ce patrimoine? Est-ce qu'ils sont demandeurs vis-à-vis des bibliothécaires? Qu'est-ce qui a été mis en place aussi pour faire vivre le patrimoine comme patrimoine? Donc, est-ce qu'il y a des visites guidées aussi, à part des bornes? Et puis, moi, je trouve ça super intéressant comme démarche, l'ethnographie à partir des professionnels, parce que je pense que dans plein de monuments, il y a beaucoup d'agents qui sentent des choses avec les publics, parce que c'est eux qui les accueillent, c'est eux qui sont en contact avec la foule des visiteurs, et qui ne sont pas associés tant que ça, alors qu'on pourrait faire de la recherche participative pour avoir des remontées de terrain régulières dans beaucoup de monuments. Donc je trouve ça très intéressant.
Est-ce que ça a été dur à mettre en place? On n'a pas l'impression à t'écouter, mais est-ce que ça s'était déjà fait? Est-ce qu'il y a eu des craintes? Ceux qui n'ont pas participé, pour quelle raison ils n'ont pas participé? Ceux qui ont participé, après coup, est-ce qu'ils en étaient contents? Est-ce que c'est des gens qui avaient déjà fait des enquêtes, par exemple, dans leur master? Enfin voilà, moi j'aimerais bien savoir aussi comment ça s'est passé un peu ce travail, et pour avoir peut-être aussi une réflexion sur comment ça pourrait se faire ailleurs, dans d'autres institutions culturelles, de s'appuyer sur les équipes locales pour récolter des données de terrain et d'en faire quelque chose d'un peu objectivé, pas juste du ressenti, justement. Oui. Alors, du coup, je vais aller vite sur la première question pour prendre plus de temps sur la deuxième. Les étudiants, pour l'instant, moi, je n'ai pas entendu ou je n'ai pas eu de remontée sur leur intérêt ni pour la BNF ni pour le bâtiment. Peut-être aussi parce qu'effectivement, les dispositifs étaient en cours de réalisation pour certains. En fait, dans ce qui a évolué, les collègues se sont mis à faire des visites de la salle et des visites de collection, ce qui n'était pas prévu au début. Il y avait des visites du bâtiment, il y avait des visites du musée. Et la salle ovale, il y avait un truc de c'est une bibliothèque, tout le monde sait se servir d'une bibliothèque, on n'a pas besoin d'en discuter, quoi. Et en fait, du coup, les collègues se sont mis à faire des visites en les préparant, en stressant, en se disant mais 45 minutes, vous croyez que j'aurais des choses à leur raconter? J'ai une collègue un jour qui me dit, tu sais quoi, je me suis trompée d'embranchement dans le rayonnage, j'étais perdue, j'avais plus mes bouquins, j'y arrivais plus. Bon, ça dit en fait ce changement de posture qui énerve la démarche. Et alors sur les étudiants, je sais pas, parce que c'est aussi ce qu'on voit à François Mitterrand. Les collègues nous disent, mais pourquoi les étudiants ne vont pas voir les expositions de François Mitterrand ou ne vont pas au musée? Et en fait, le travail de Joël Lemarec remettait l'idée qu'il fallait regarder ça dans un temps long plutôt que dans un temps d'études. C'est-à-dire qu'on vient pour un projet à la bibliothèque pour réviser son oral du bac. Si on va au musée, c'est parce que c'est une alternative au projet. Et puis, de quel droit on va leur dire, en fait, arrêtez de réviser votre bac, allez voir un petit peu ce qui se passe au musée. Enfin, voilà. Et à contrario, si ça se trouve, 10 ans après, 20 ans après, ils reviennent avec une autre appréhension. Et donc, je n'ai pas de réponse plus que je n'ai pas vraiment de remontée. J'aimerais bien revoir dans 10 ou 20 ans. Et sur l'observation participante, alors... moi, je connais peut-être moins les monuments et les châteaux que d'autres, hein. C'est vrai que y a un truc aussi en bibliothèque qui est que mes collègues bibliothécaires et conservateurs font à minima 2 heures de service public par semaine. Et c'est se mettre à disposition du public dans les salles de lecture. Avec peu ou pas d'interaction parfois, mais néanmoins une forme d'exigence du service public et de représentation qui est assez forte, qui est vraiment une attention, et Joël Lemarec disait un souci des publics. Ça marche bien, tout en disant bah oui, mais j'en ai qu'une expérience empirique, j'aimerais bien du scientifique. Alors là, c'est moi qui fais scientifique, et voilà, moi j'arrive avec l'observation en disant bon, on va regarder, voilà. Alors, les collègues qui ont été volontaires, je suppose que ceux qui ne le sont pas déjà vont pas forcément en salle ovale, et disent en fait un peu chacun son métier. Enfin, je suis pas sûre de moi, je vais pas y arriver. Et ce qui a été à la fois ça. Enfin, moi, il me semble que ça s'est bien passé. Les collègues continuent à dire que ça s'est bien passé. Mais par contre, il y avait cette délégitimation de leurs propos qui était... ils voulaient nous confier le matériau pour que nous, on fasse l'analyse, parce que nous, on savait. Ils ne se sentaient pas en compétence de le faire eux-mêmes. J'avais hésité à un moment en disant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir avec moi faire l'intervention? Au séminaire du 5 décembre, avec les étudiants, on avait réussi à les faire intervenir, mais c'était pas simple. Et donc, il y a vraiment ce binôme entre analyse ou autre qui reste nécessaire. Et un truc qui n'a pas du tout été possible, c'est quand on leur a dit, mais vous ne voulez pas aller faire des entretiens aussi, aller demander au public? Et là, il y avait un truc de, c'est pas mon métier, je suis trop timide, et on m'a appris qu'il fallait que je réponde quand on me pose des questions. Je caricature, hein, mes collègues, mais en caricaturant, il y avait ce truc de, je reste à disposition, mais c'est inquisiteur si je vais te poser des questions.
Et donc, il y avait cette forme de limite à la mise en place qui était du coup, on ne fait pas d'entretien. Et s'il y avait d'autres enquêtes de ce type-là, c'est vrai que moi, je serais très partante aussi pour recommencer. Mais ça se fait vraiment à l'occasion d'un projet où, en plus, ils ont l'impression d'avoir des convictions à défendre. Ce serait de l'ordinaire. Par exemple, les médiateurs et médiatrices, pour le coup, elles ont des remontées aussi, elles peuvent m'en faire part aussi, mais on ne fait pas de l'enquête. Enfin, c'est trop ordinaire pour que ça passe. Et aujourd'hui, je pense que on leur reproposerait de faire de l'entretien comme elles-mêmes ont trouvé leur marque dans la salle, des formes de rituels, des formes d'appréhension. Je pense que ce serait plus dur à mettre en place. C'est très associé à un changement, je pense. J'ai encore répondu trop longuement. Merci, on peut continuer l'après-midi.